ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous faire une petite introduction par rapport à ce que nous on fait en tant que radio-oncologue. Et également partager avec vous un peu la vision de notre service, la vision de notre développement et pourquoi on met en place tout ce qu'on met autour du patient. Donc, je vais commencer avec une diapo qui est... Je vais commencer avec une diapo qui illustre juste que la radiothérapie, c'est un traitement, un pilier des traitements du cancer. Le traitement du cancer, ce n'est pas une démarche qui dépend d'une seule modalité. C'est une démarche qui dépend de plusieurs modalités qui doivent être combinées. Et nous avons la modalité de la chirurgie, qui est le traitement historiquement établi, comme vous le voyez, connu depuis l'ancienneté, qui reste toujours un traitement extrêmement important et pertinent pour la prise en charge du cancer. Vous pouvez voir que la radiothérapie, c'est la deuxième modalité qui a émergé comme une arme pour traiter le cancer. Après, nous avons tous les traitements systémiques que vous connaissez, la chimiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, qui sont des modalités beaucoup plus récentes. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on compose entre ces différentes modalités. On cherche à mieux les combiner afin d'apporter le maximum de bénéfices à nos patients. Pour revenir à la radiothérapie, donc, c'est une modalité qui est connue à partir, disons, de la fin du 19e siècle. Au début, quand on a découvert l'action des rayons, c'était un peu miraculeux, on ne comprenait pas trop, on avait beaucoup d'espoir, on pensait que ça pourrait être utilisé pour tout et n'importe quoi. Donc ici, vous voyez à gauche des crèmes radioactives. On a vite compris que grâce aux rayons, on pouvait aussi contrôler les tumeurs. Donc les tumeurs qui étaient exposées à une irradiation diminuée de taille, et que ça pourrait avoir un effet antitumoral. Donc, on a sauté sur l'opportunité d'utiliser cette modalité pour traiter le cancer. C'était un vrai besoin. Et là, vous voyez le premier enfant qui a été traité par un accélérateur linéaire. Mais on s'est rendu compte également que ce traitement avait aussi un prix à payer. Ce prix à payer, c'était le fait qu'après l'exposition à l'irradiation, le corps humain, les tissus sains, vont également réagir, pas seulement la tumeur. Donc, ils vont réagir de manière aiguë. Donc, nous allons avoir toute cette irritation que vous voyez à la diapo, à la photo avec le sang qui a été traité. Et aussi, vont également réagir sur le long terme. Nous allons avoir aussi des dégâts faits sur les tissus sains qui vont persister dans le temps et qui vont suivre les patients traités pendant le reste de leur vie. Donc, on a compris en début de ce siècle que la radiothérapie, c'était une opportunité énorme, une modalité vraiment exceptionnelle, mais une modalité qu'il faudrait utiliser avec du respect. Il faudrait bien réglementer comment on l'utilise. On a introduit la notion de la radioprotection qui nous permet de vraiment utiliser cet outil de manière qui est bien contrôlée parce qu'elle n'est pas non plus un risque. Donc, la radiothérapie moderne, quels sont les enjeux devant lesquels on est, nous, aujourd'hui, en tant que service de radio-oncologie, en tant que radio-oncologue d'un centre universitaire, le centre universitaire genevois? Quelles sont les trois pistes sur lesquelles on doit encore développer pour aller plus loin? La première piste, c'est la radiobiologie. Donc, la radiobiologie, c'est la science qui nous a permis de mettre en place tout ce qu'on a mis. C'est la science qui nous a permis, en fait, de comprendre comment on peut ouvrir cette fenêtre thérapeutique qui se crée entre la réponse des tumeurs à l'irradiation et les effets secondaires des tissus sains également à l'irradiation. Donc, nous avions au début une petite fenêtre thérapeutique parce que les tumeurs réagissent de manière plus importante aux rayons. Comment on peut élargir cette fenêtre afin de guérir plus de tumeurs, avoir moins d'effets secondaires? Et quelque part, notre objectif avec la radiothérapie peut être illustré sur cette diapositive. Comment on peut monter la dose, avoir plus de contrôle tumoral, comment on peut trouver un moyen pour diminuer la toxicité sur les tissus sains. La radiobiologie nous a donné tous les mécanismes, nous a permis de comprendre qu'il faut couper la dose en des petits morceaux. Maintenant, on fait de plus grands morceaux de doses et je vais vous montrer pourquoi. Et nous a montré aussi comment on peut combiner la radiothérapie avec les différents traitements systémiques, soit pour protéger, soit pour rendre la radiothérapie plus efficace. Deuxième outil, très important, la technologie. Donc, la technologie reste un outil quand même. C'est l'outil qui nous permet de mieux faire les choses, de mieux faire ce qu'on a à faire. Là, c'est plutôt une question de planification, d'optimisation, de comment on peut utiliser toutes les qualités physiques de l'irradiation, comment on peut également bien cibler et bien traiter ce que nous avons à traiter,
afin de protéger les tissus sains. Et là, la précision que nous avons au niveau de l'imagerie, l'asservissement du mouvement, l'optimisation de la planification, la précision de la délivrance de la dose, on atteint quelque part un plafond. C'est difficile de voir comment on peut aller beaucoup plus loin par rapport à ce que nous avons aujourd'hui avec la radiothérapie conventionnelle, justement parce qu'on est super bon, on est super précis, on a diminué nos marges, on cible bien notre tumeur, on n'irradie pas à côté et on n'a pas besoin de prendre beaucoup de marge pour irradier au bon endroit. Et finalement, le grand enjeu, c'est l'intégration de tout développement, de toute innovation, comment on l'intègre autour de l'intérêt patient, comment on l'intègre pour apporter les vrais bénéfices aux patients. Donc aujourd'hui, la radio-oncologie est devant un défi où nous avons de nouvelles indications, on commence à comprendre que la radiothérapie peut avoir aussi des effets systémiques, des interactions avec les immunothérapies, avec les différents traitements systémiques. Donc on peut créer encore beaucoup plus de valeur ajoutée, mais il faut trouver sa juste place. Il ne faut pas oublier à l'intégrer de manière humaine et à l'intégrer de manière qui apporte un vrai bénéfice à nos patients. Donc, afin de pouvoir faire tout ça, déjà intégrer tout ça, on a beaucoup travaillé dans les services pour que ça soit acté tous les jours de manière très précise et très, si vous voulez, très efficace, qualitative autour de chaque patient qui est traité dans le service. Mais par rapport à la recherche, on voulait aller plus loin avec une vision qui n'était pas juste une vision, chacun fait les choses dans son coin. C'était une vision plutôt intégrative. On voulait intégrer tout ce que la radiobiologie, la technologie peuvent nous apporter sur le plan théorique et sur le plan expérimental, également apporter tout ce que nous savons, tout ce que nous vivons tous les jours quand nous sommes devant un patient, devant une patiente, et on cherche à trouver la meilleure solution pour eux. Donc, avec Marie-Catherine, pour la petite histoire, on a travaillé depuis 10 ans comme un tandem clinicienne, chercheuse. Marie-Catherine est une chercheuse, elle travaille avec des modèles expérimentaux, donc elle travaille avec des modèles que tu vas expliquer, disons, plus en détail, mais elle ne travaille pas avec les humains, elle travaille avec, commence avec les chiens et finit aux zebrafiches, disons-le comme ça. Et moi, je travaille surtout avec les humains, donc on a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup discuté, échangé, afin de créer des projets qui ont un sens pour les patients et des projets qui sont aussi très solides et très cohérents d'un point de vue scientifique, pur et dur, d'un point de vue fondamental. Donc, Marie-Catherine va vous parler de la radiothérapie flash, qui est à notre avis la radiothérapie de demain, qui va nous permettre au niveau global, pas seulement ici à Genève, d'aller à l'étape suivante, parce qu'encore une fois, d'un point de vue technologique, d'un point de vue radiobiologique, avec la radiothérapie conventionnelle, on a atteint un plateau. Heureusement, il y a une nouvelle radiothérapie qui est en train d'arriver. Et ensemble, notre objectif, c'est de voir comment on pourrait l'offrir au plus vite à nos patients. Donc, je te laisse raconter l'histoire du flash. Merci Paula, merci d'être venus nombreux pour écouter justement l'histoire de cette pépite que l'on vous présente aujourd'hui, qui est, nous l'espérons vraiment, qui va apporter un bénéfice extrêmement important pour le traitement du cancer. Alors on va commencer assez simplement par essayer de comprendre ce que c'est que la radiothérapie flash. Et en fait, l'intérêt principal de cette radiothérapie flash, c'est d'être plus efficace contre le cancer, car sans complications. Et ça, c'est vraiment l'une des clés de cette radiothérapie. Comme Paula vous l'a dit, nous nous trouvons tout de même limités, malgré les progrès que nous avons faits d'un point de vue technologique, à avoir un traitement qui est suboptimal dans beaucoup de conditions. Et de manière intéressante, en fait, moi je suis biologiste. Mon travail depuis le départ de ma recherche, il y a 25 ans maintenant, c'était vraiment de m'intéresser à la toxicité au niveau des tissus sains, savoir et comprendre cette toxicité au niveau des tissus sains pour essayer de l'éviter le plus possible. Et il y a une quinzaine d'années, avec mon collègue Vincent Favaudon à l'Institut Curie à Paris, nous avons pu travailler avec un accélérateur expérimental tout à fait particulier qui permettait de faire de la radiolyse de l'eau, donc vraiment de la chimie radicalaire. Nous avons utilisé cet appareil
pour traiter des souris. Et quand nous avons fait ces expériences, nous nous sommes aperçus que nous ne générions pas d'effets secondaires tardifs de type fibrose radio-induite, en tout cas dans le poumon des souris, alors que de manière super intéressante, nous conservions l'effet antitumoral. Et ça, c'est vraiment le point le plus important de cette découverte. Et c'était assez drôle parce que 40 ans auparavant, il y avait un groupe de chercheurs et aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui avaient utilisé ce type de radiothérapie. Et ils avaient vu effectivement qu'elle générait moins de toxicité sur les tissus sains. Mais ils s'étaient dit, s'il y a moins de toxicité sur les tissus sains, ce sera moins efficace sur la tumeur. Et donc, ils n'ont jamais fait l'expérience. Et ils ont laissé cette approche dans un tiroir. Et nous, c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. On ne connaissait pas ces travaux initiaux. Et on s'est dit, non, il faut qu'on aille regarder. Effectivement, si on perd de l'efficacité au niveau de la tumeur, ça sera moins intéressant. Mais ça n'était pas le cas. Et depuis lors, en fait, il y a une exponentielle de l'intérêt de cette technologie. Alors, on a commencé tous les deux avec Vincent dans nos laboratoires tout petits. Et aujourd'hui, on a une communauté qui rassemble près de 1000 chercheurs à travers le monde. On a des premières études cliniques qui ont été réalisées en particulier, comme Paula l'a dit, chez des animaux patients, donc en lien avec les écoles vétérinaires, ici l'école vétérinaire de Maisons-Alfort à Paris, mais également l'école vétérinaire de Zurich, qui est partenaire avec nous. Et aujourd'hui, en fait, cette radiothérapie flash est considérée comme l'une des innovations majeures dans le domaine de la radio-oncologie et avec un impact réel en oncologie. Alors, comment ça marche, cette radiothérapie flash? En fait, c'est un concept qui est très intéressant et qui a été exploré dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'art, mais aussi dans le domaine de la science, et ça a trait à l'impact du temps sur la réponse des tissus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit le temps, on compresse le temps d'irradiation. Et cette compression du temps va changer la réponse des tissus. Et vous avez vu dernièrement, on a eu le prix Nobel de physique qui a été décerné à 3 scientifiques pour avoir développé un outil incroyable qui permet de regarder l'origine de notre univers, de regarder très très tôt dans le temps. Donc ils ont développé un appareil d'électrons qui permet de regarder à l'attoseconde. De manière intéressante, la radiothérapie flash, c'est un petit peu ça. Pas tout à fait l'attoseconde, pardon, mais la nanoseconde néanmoins. Donc on est extrêmement court. Alors j'ai fait un petit schéma super simple pour que ça parle à tout le monde. Si on regarde, décidément, j'ai les fesses pointues peut-être, je vais le poser là. Si on regarde ce qui se passe en radiothérapie standard, donc ce que Paula fait aujourd'hui tous les jours, et si on met ça sur une échelle de temps, qui est cette flèche, cette grande flèche bleue, en fait, pour délivrer une dose nécessaire au traitement, on a un temps qui s'étale sur plusieurs minutes. Ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'expérience de la radiothérapie peuvent le dire, lorsque vous allez faire votre traitement, ça va prendre quelques minutes pour délivrer la dose de rayonnement. Lorsqu'on utilise la radiothérapie flash, on compresse le temps. On utilise la même dose, mais on délivre cette dose en quelques millisecondes. Ça, c'est vrai pour les protons. On peut même descendre encore à la microseconde. Ça, c'est vrai pour les électrons.
et on travaille avec nos partenaires du CERN. Et là, on est descendu encore plus bas, à la nanoseconde. Alors, on n'est pas à l'attoseconde, 10 puissance moins 18. La nanoseconde, c'est quand même très, très court. Et quand on fait ça, on n'a plus d'effet néfaste sur les tissus sains, mais on conserve l'efficacité antitumorale. Et en fait, c'est ça tout le bénéfice de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que cette modalité d'irradiation est efficace dans les modèles expérimentaux. On a travaillé énormément sur le cerveau de souris, on a travaillé sur d'autres organes, le poumon, l'intestin, la peau de souris. On a travaillé sur des embryons de zébrafiches pour pouvoir, autant que possible, mener une recherche éthique, parce que c'est très important également pour nous d'avoir un impact favorable en termes d'éthique animale. Donc on a essayé de substituer au maximum ce que l'on pouvait faire chez l'animal sur des modèles qui sont des modèles plus simples mais néanmoins pertinents. Et puis je vous ai déjà parlé des études qu'on fait chez les animaux patients. Là encore, ce sont des animaux patients, c'est-à-dire ce ne sont pas des modèles expérimentaux, ce sont des animaux pour lesquels aujourd'hui il y a très peu de traitements, parce qu'en médecine vétérinaire, il y a assez peu de traitements contre le cancer qui soient disponibles et efficaces. Et en fait, c'est une espèce de partenariat qu'on arrive à faire avec les vétérinaires et avec les propriétaires des animaux, chats ou chiens, pour pouvoir réaliser ces nouveaux traitements. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut administrer cette radiothérapie flash chez les patients atteints de cancer? En fait, on n'est pas exactement là encore. On est une étape avant le transfert en clinique. Et pour pouvoir réaliser cette application clinique, on a besoin de pouvoir réaliser des études biologiques pour comprendre comment les tissus sains sont protégés, mais comment les tumeurs sont détruites. Bien sûr, on imagine que c'est très important, mais ce sera sans doute pas un facteur limitant du développement de cette stratégie. Les facteurs limitants et les facteurs qui sont nécessaires, qui doivent être explorés aujourd'hui, sont le fait de pouvoir avoir accès à des nouvelles machines, des nouveaux accélérateurs, des accélérateurs qui sont capables d'aller délivrer ces millisecondes, microsecondes, nanosecondes de rayonnement. Et c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires ici en Suisse, le CERN, mais aussi le Paul Scherrer Institute à Willingen. Donc on a vraiment une équipe très forte de physiciens fondamentalistes et de physiciens d'accélérateurs avec nous pour pouvoir faire ces développements. Et lorsqu'on fait ces développements, en fait, ce point-là, c'est un point critique pour le transfert aujourd'hui en clinique. Nous devons absolument maîtriser tous les paramètres physiques pour pouvoir réaliser ce transfert. Le deuxième point très important, c'est de maîtriser les conditions dans lesquelles on va faire ces irradiations chez les patients, en particulier le taux d'oxygénation, les volumes, est-ce que les débits de dose qu'on va utiliser devront être différents en fonction des organes? Donc il faut qu'on puisse maîtriser tous ces aspects dans les études précliniques. Alors pour faire ça, comme on l'a dit déjà, on a vraiment besoin d'équipes multidisciplinaires. C'est vraiment une stratégie qui implique des physiciens d'accélérateurs et des ingénieurs. On va leur dire, nous, on a besoin de ça, est-ce que vous pouvez faire ça? Ils vont revenir vers nous, ils vont nous dire, non, nous, on peut faire ça, est-ce que vous pouvez travailler avec ces éléments-là? Et c'est vraiment un dialogue constant. Nous avons besoin des physiciens médicaux, et vous avez quelques-uns d'entre eux ici dans la salle qui sont ceux qui vont être garants de la qualité du traitement en termes de dose. On a besoin de radiochimistes. Alors, ce n'est pas une population super
grande, cette population de radiochimistes. On a un exemplaire ici dans la salle, Ouda, qui est une jeune radiochimiste, mais ils sont pas très nombreux. Et c'est important de pouvoir comprendre au niveau chimique ce qui se passe. Des radiobiologistes aussi, et puis des oncologues spécialisés en radiothérapie. Et tout le monde travaille ensemble pour pouvoir effectivement avancer dans cette direction. L'autre point super intéressant de ce travail, en dehors de l'aspect clinique ou de l'aspect scientifique, c'est que ça a permis de revitaliser notre discipline de la radio-oncologie et de la radiobiologie. Quand j'ai été formée il y a 25 ans, je devais être la seule radiobiologiste francophone, ou peut-être on était deux. Allez, deux. Vous avez une petite brochette de radiobiologistes dans le fond de la salle, là, qui sont en plus avec une compétence multiple. Donc ce sont des jeunes physiciens qui se sont mis à la biologie, des jeunes biologistes qui se sont mis à la physique, des jeunes chimistes qui se sont mis à la biologie, avec une interface vraiment, vraiment formidable en termes de dynamique. Donc en plus d'avoir un aspect clinique très important, d'avoir un aspect scientifique très excitant, on a tout cet aspect de pouvoir porter une nouvelle génération de jeunes scientifiques. Et ça, c'est vraiment formidable. Je vais repasser la parole à Paula pour la partie de comment est-ce qu'on envisage de réaliser le transfert en clinique. Et néanmoins, peut-être commencer juste de dire deux mots que nous pensons que cette stratégie pourrait porter un espoir extrêmement important pour le traitement des tumeurs pédiatriques rares, parce qu'effectivement, dans cette population-là, on a un déficit de contrôle tumoral, et même lorsqu'on est capable de contrôler la tumeur, comme pour les jeunes patients atteints de méduloblastome, on a un impact cognitif, fonctionnel extrêmement handicapant pour la vie des enfants. Mais avant tout, et avant de passer sur une population qui est effectivement une population extrêmement fragile, il nous faut démontrer l'efficacité de la radiothérapie flash chez l'homme, puisqu'on l'a très bien fait chez la souris. Mais là, aujourd'hui, l'enjeu est là. L'enjeu est vraiment de pouvoir démontrer l'efficacité chez l'homme. Donc, c'est ce qu'on envisage de faire ici. Tout d'abord, par rapport au transfert clinique, on a identifié les différents besoins que nous avons actuellement avec cette radiothérapie, vraiment de précision, de très haute qualité que nous faisons conventionnelle. Quels sont les besoins cliniques qui ne sont pas satisfaits? Donc, nous avons encore des tumeurs radiorésistantes pour lesquelles on a besoin d'escalader la dose, mais on ne peut pas parce qu'on est limité par la tolérance des tissus sains. On est devant le défi de comment traiter les grands volumes. Donc, il faut que la tolérance, parce que ça compromet également la tolérance, donc il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de monter en dose sur des grands volumes pour traiter des tumeurs qui sont bulky. Et aussi, nous avons l'enjeu de préservation d'organes. Il y a des situations où on cherche à préserver l'organe pour éviter une chirurgie qui serait, disons, handicapante, mais on ne peut pas monter sur la dose parce qu'on est limité par la toxicité. Accès aux soins, au niveau global, ce n'est pas un problème pour la Suisse, mais c'est un problème très important dans le monde. Les patients atteints d'un cancer n'ont pas accès aux soins de radio-oncologie juste parce qu'il n'y a pas une disponibilité suffisante d'équipements. Et les peu d'équipements qui existent dans certains pays sont surchargés. Donc, c'est aussi un enjeu, comment on peut donner accès à la radiothérapie à travers les différentes technologies qu'on développe. Et quelque part, comment on peut avoir aussi des équipements qui peuvent absorber des nombres de patients importants. Accès à l'innovation, comment on peut créer des technologies telles que la technologie flash qui serait accessible à tout le monde. Ça reste un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue pour tout ce qu'on développe. Et après, pour revenir aussi à nos patients suisses, les enjeux de qualité de vie, vous le savez que plus on guérit, plus on est devant le défi d'apporter une qualité de vie qui est acceptable et qui devrait être excellente. Donc là, on est quelque part entre acceptable et bon, mais il faut aller
vers l'excellence. Donc, quand on irradie à des doses conventionnelles, standards, telles qu'elles sont établies aujourd'hui, quand on irradie avec des doses plus élevées, il faut pouvoir toujours apporter une qualité de vie qui est bonne, voire très bonne. Et après, aussi, l'exemple que tu as montré, quand on irradie des enfants, des bébés, il ne faut pas qu'après on les guérisse et qu'ils vivent toute une vie avec des conséquences extrêmement importantes. Qu'est-ce que nous avons déjà? Tu l'as déjà dit, effet flash, donc ça c'est finalement quelque chose qui est confirmé, qui est là, qui est acquis. L'effet flash existe, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve. Il protège les tissus sains à peu près de 30 à 40%. Il tue les cellules tumorales au moins aussi bien que la radiothérapie conventionnelle. On peut les reproduire avec les différents fractionnements. C'est un long débat. Là, on est presque à bout de champ, disons, de la réponse à la question. A été observé à travers les différents tissus, à travers les différentes espèces. Donc, l'effet flash, ça existe, il est là, il est solide. Technologie flash, nous avons des besoins dont Marie-Catherine a parlé. Et nous savons par contre qu'on peut la produire, cet effet flash, on peut le produire avec les différentes modalités de radiothérapie, on peut le produire avec les électrons, les photons, les protons, là il n'y a pas de problème. Les dose rates, ça a été aussi un long débat dans le monde du flash. À partir de 40 à 100 degrés, on ne va pas débattre cette nuance ici avec un temps d'irradiation totale inférieur à 500 millisecondes, mais on est, disons, à des conclusions qui sont solides. Après, on peut débattre les petites nuances. Où on en est par rapport à la clinique? Donc, premier résultat sur des animaux patients. Et grâce à des travaux, First in Human fait à Lausanne, première étude où 10 patients ont été traités à des doses conventionnelles sur des métastases osseuses. Le but, c'était de démontrer la faisabilité. Avec les protons, c'est faisable. Maintenant, pour la radiothérapie flash, nous avons encore des questions qui sont ouvertes. Donc, je l'ai dit, la compréhension du phénomène, les paramètres physiques pour la reproduction, la relation avec le volume d'irradiation, c'est un point extrêmement important pour le transfert clinique. La technologie flash, donc comment on peut amener les technologies existantes avec lesquelles on peut produire l'effet flash au même niveau que les technologies qu'on utilise pour traiter l'humain dans le quotidien, c'est un gros défi, la conformalité, les besoins métrologiques, donc il faut qu'on puisse faire des dosimétries qui sont fiables, il faut qu'on puisse reproduire des questions de radioprotection, très importantes si on va implémenter cet outil au niveau global. Et puis, nous avons besoin également des équipements qui ne sont pas lourds et qu'on ne peut pas avoir juste à un endroit, disons, à une région du monde. Il faut des équipements qui pourraient être accessibles, qui pourraient rendre cette prestation, cette innovation accessible à tous les patients. Alors, on en est où par rapport au transfert clinique? Nous devons tout d'abord définir ces bonnes conditions de départ. Donc, le bon volume, la bonne dose, le bon débit de dose également. Il faut démontrer la faisabilité. Là, on a commencé, première étude faite chez les humains. Il faut que ça avance. La sécurité également, les questions, comme je dis, de radioprotection et métrologique. Et puis, l'essentiel, c'est aussi d'utiliser, commencer à tester l'effet flash, l'irradiation flash, pour adresser des besoins qui ne sont pas suffisamment satisfaits avec la radiothérapie conventionnelle. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec la radiothérapie flash une fois qu'elle sera en place? On pourra escalader la dose, on pourrait préserver les organes. Peut-être on pourrait également traiter des tumeurs plus volumineuses. Pour ça, nous avons besoin de mieux comprendre la relation effet flash et volume d'irradiation. Certainement, on pourra diminuer la charge sur l'équipement parce qu'on fera des radiothérapies beaucoup plus rapides. Après, est-ce qu'on sera capable de créer des équipements qui seront compacts, qui seront, si vous voulez, légers et qu'on pourra installer n'importe où? Ça reste, c'est un gros enjeu qui reste, disons, à être résolu. Pour le moment, on n'est pas encore là, mais ce serait le but et l'objectif. Et puis, par rapport à toutes les questions de la qualité de vie, que ce soit avec des doses conventionnelles, avec des doses élevées, toutes les questions par rapport à la qualité de vie sur les séquelles à long terme, là, je pense qu'on vous a convaincu aujourd'hui que l'irradiation flash, c'est vraiment la solution qui va nous apporter un vrai bénéfice sur lequel on pourra construire avec tout ce qu'on fait aujourd'hui avec la radiothérapie conventionnelle. Donc, notre stratégie de recherche a toujours été de travailler en tandem. Donc, maintenant, on a extrapolé ce modèle à toute une équipe. Donc, nous avons un groupe, une équipe de cliniciens, de biochimistes, radiobiologistes, physiciens
qui travaillent, qui vont travailler ensemble, qui vont brainstormer ensemble, qui vont connaître les uns le monde des autres. Et on veut travailler comme ça en créant nos propres études du service Investigator Initiated sur une plateforme de centres d'excellence Flash, justement pour répondre à ces questions. Donc là, je te laisse peut-être finir en parlant un peu de nos partenaires. Alors, nos partenaires sont multiples. Comme on l'a dit, hein, bien sûr, l'Université de Genève et les hôpitaux universitaires de Genève, mais on a aussi des partenaires outre-Atlantique. L'Université de Californie, Irvine, et Stanford aussi qui travaillent avec nous sur ces projets. On a des partenaires scientifiques, industriels, pardon, qui sont déjà implantés dans le monde de la radiothérapie, donc qui connaissent déjà vraiment bien les besoins et les nécessités des traitements de radiothérapie. Nous, les agences qui soutiennent notre recherche, hein, parce que vous envisagez bien que rien ne se fait sans argent. Donc on est soutenu et vraiment bien soutenu par le Fonds national suisse et puis par le NIH américain. Enfin, on a parlé de nos partenaires académiques qui sont des partenaires importants, le CERN et le Paul Scherrer Institute, qui est en fait le CERN suisse, hein, et qui nous permet aussi de poser des questions très précises et fondamentales pour ce développement-là. Ainsi que tous les partenaires cliniques, que ce soit la SASRO, la SAC, le RTOC, dans lesquels effectivement il faut qu'on soit intégré, on doit être intégré pour pouvoir réaliser ces études précoces, puisque rien ne se fera en dehors d'études cliniques extrêmement contrôlées. Donc c'est vraiment le chemin vers lequel nous nous orientons. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Très bien. Non, je voulais juste encore vous remercier infiniment pour votre présentation sur un sujet si important. Merci infiniment. Et voilà, je vais ouvrir les questions. Donc, je vois que j'ai déjà une première question. C'est un abus de pouvoir, là. Merci infiniment. Je vais expliquer ce soir à mes 2 filles et mes 2 garçons ce que j'ai entendu, la fabuleuse présentation, vos fabuleux parcours. J'ai trop d'humilité pour rappeler vos parcours respectifs, mais je me fais un plaisir à le rappeler à mes enfants. Mais ils vont me demander comment est-ce qu'on mesure ce temps dont vous parlez qu'il est tellement comprimé, et il faut que j'ai une réponse qui tienne la route, autrement ils ne vont pas me lâcher. Comment est-ce qu'on mesure cette nanoseconde? Voilà. Avec un chronomètre. Je vais vous présenter mon 4e, il va pas lâcher, mais voilà, il faut juste à quoi ressemble ce chronomètre, parce que c'est aussi fascinant d'imaginer non seulement qu'on arrive à raccourcir, et vous utilisez le mot pas raccourcir mais comprimer le temps, pas raccourcir, et quelle est la machine qui nous permet de mesurer ce temps? Alors, quand on travaille avec des millisecondes, c'est assez simple, hein, c'est le même chrono que celui qui va chronométrer les athlètes lors des prochains JO. Effectivement, quand on est à la nanoseconde, là c'est un tout petit peu plus complexe, et c'est effectivement lié au voyage des électrons eux-mêmes. Donc, c'est néanmoins un chronomètre. Ceci dit, ce qui est formidable avec le CERN, c'est que c'est quand même un institut qui est complètement ouvert, et il peut venir voir ce chronomètre. C'est-à-dire, quand il veut, il peut aller visiter le chrono. Je crois qu'il y a bientôt la journée des patrimoines. Mais oui, j'avais juste une question. Donc, vous comprimez le temps.
le périmètre reste le même et l'intensité... La dose reste la même. En fait, on délivre la même dose exactement dans un temps beaucoup plus court. Ok. Et puis, est-ce que vous imaginez à un moment d'étudier si une dose plus élevée, vu que la toxicité est plus basse? On a commencé par la dose plus élevée. C'est exactement ce qu'on a fait. On a commencé par la dose toxique en conventionnel, la dose très élevée, dose unique toxique. Et là maintenant, on revient petit à petit vers des traitements qui sont des traitements plus proches de ce qui est fait en clinique. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une petite question. Vous parlez de comprimer le temps et en termes de réalisation vraiment pour les patients, le temps il va être comprimé aussi ou bien ça va être des délais un peu plus longs? Alors, vous parlez des délais par rapport au début du traitement ou par rapport à la durée d'une séance de radiothérapie? Non, je parlais par rapport au début du traitement. Alors, le délai début du traitement, effectivement, dépend de la charge de la machine. Et si le temps pris par séance est dramatiquement raccourci, ceci dit, le temps de la séance n'est pas que l'irradiation, c'est aussi l'imagerie qui nous permet justement d'être précis et de ne pas irradier à côté, de ne pas prendre beaucoup de marge. Mais donc ça, pour le moment, on ne va pas pouvoir les raccourcir. C'est pas, disons, ça l'effet flash. Mais le temps de l'irradiation elle-même, si est vraiment diminué et dure quelques millisecondes, donc finalement, c'est fait lors, je veux dire, de quelques secondes, l'irradiation globale, en fonction de la dose qu'on va prescrire, ça va diminuer dramatiquement le temps de chaque séance, donc ça va décharger les équipements, ce qui va permettre d'absorber la demande aussi plus rapidement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Du coup, j'en profite pour la deuxième. Du coup, en termes de réalisation réelle pour les patients, en termes de délai par rapport à la possibilité de faire ce traitement des patients, c'est un des objectifs, ce n'est pas l'objectif principal de toute la technologie et de tous les efforts qui sont mis en place. Ce n'est pas justement juste diminuer le temps de chaque séance. Parce que si vous voulez diminuer le temps de chaque séance, on peut aussi le faire en faisant des irradiations plus simples. Mais ce n'est pas notre but parce qu'on veut vraiment la qualité, on veut faire quelque chose qui va apporter le maximum, disons, de bénéfices avec le moindre risque. Par contre, pour revenir à votre question, là, j'ai oublié la deuxième question. C'est combien de temps, on peut imaginer dans combien de temps pouvoir faire ce traitement aux patients, concrètement? Là, oui, la durée d'une séance, maintenant, on compte à peu près 20 minutes pour une séance standard. Et donc, si on prend à peu près une dizaine de minutes pour l'imagerie, le matching et tout ça, et après l'irradiation elle-même dure 30 secondes, par exemple, là, ça va être 10 minutes. Donc, ça va être diminué de 50% à peu près. Alors, je vais peut-être reformuler différemment, mais c'est juste quand est-ce qu'on peut espérer voir les premiers patients bénéficier de ces traitements? Ah, ça c'est une autre question. Alors, ça c'est une question beaucoup plus complexe parce que pour que les patients bénéficient de cette irradiation de manière en dehors d'une étude clinique, il faut compter 5 à 10 ans. Nous avons des développements à tous ces domaines qui doivent être faits pour qu'on puisse vraiment dire « Ok, maintenant on fait que l'irradiation flash, on jette nos anciens accélérateurs et on n'a que des accélérateurs flash et on traite qu'un flash. » Par contre, ce qui va venir demain et qui est en train de venir, c'est qu'on commence avec les études cliniques justement pour répondre à ces questions et permettre tous les développements et permettre à la technologie d'être répandue de manière globale. Si je peux me permettre un commentaire, c'est vrai que c'est assez antinomique quand vous travaillez sur une technologie qui est super rapide comme ça, de voir le temps que tout prend. et là, je vais vous rejoindre, hein, parce que nous, on a commencé ce travail-là il y a 15 ans. On en est aujourd'hui à cette étape-là. Et on envisage vraisemblablement un développement sur des études cliniques qui va se faire dans les prochaines 5 années, dans le cadre d'études cliniques extrêmement réglementées. Donc, pas quelque chose qui va être disponible pour la majorité des patients. Et c'est vrai que quelque part, quand on voit le temps que tout ça prend, on se dit,
c'est énorme. En même temps, les enjeux sont énormes. On ne peut pas se permettre de faire des raccourcis. On ne peut pas se permettre de faire des à peu près. Je veux dire, vous seriez les premiers à nous dire, mais comment est-ce possible aujourd'hui? Donc, il y a une espèce de dichotomie entre le temps nécessaire de la recherche, qui nécessite aussi de reproduire, de confirmer, d'être absolument sûr, et puis la nécessité aussi d'avancer pour le bien de tous, oui. On ne l'a pas préparé, mais vous n'avez pas une image d'un accélérateur flash dans vos slides comparé à ce qu'on voyait avant? Ça ressemble aux anciens, c'est différent. Vous m'avez parlé de l'aventure pour amener un de ces appareils ici à Genève. L'idée, c'est que ce sera exactement le même, oui. Ouais, qui sera absolument compact. Ouais. Évidemment, vous avez parlé de l'approche multidisciplinaire. Vous avez mentionné, effectivement, il y a aussi des collaborations avec des industriels en relation. Donc, l'idée de l'industriel, c'est d'avoir une nouvelle instrumentation, de développer des nouveaux produits à cette technologie, ou quelle est l'approche, justement, de la partie industrielle? Il y a, par exemple, aujourd'hui, ce qui est le plus proche, vraisemblablement, du transfert en clinique, c'est la protonthérapie. Les systèmes de protonthérapie peuvent délivrer des hauts débits de dose. Et chaque système de protonthérapie, sous réserve de modifications significatives mais faisables, grâce aux industriels, peut également administrer ce traitement à haut débit de dose. Donc effectivement, les industriels sont déjà partenaires pour réaliser ces petites modifications ou ces modifications, je dirais pas structurelles, en tout cas c'est plus des modifications d'opérations qui sont possibles, et pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Néanmoins, pour vraiment avancer et vraiment réaliser ce qu'on espère, c'est-à-dire un appareil de radiothérapie compact, accessible et pas hors de prix, c'est-à-dire pas une machine qui va coûter des millions de francs, là, il faut du vrai développement d'ingénierie. Et là aussi, les industriels sont nécessaires parce qu'ils ont la connaissance technologique. Je pense que la question, c'est aussi qu'est-ce que nous, on envisage dans nos partenariats industriels, c'est ils apprennent de nos besoins et on apprend de leur capacité à produire la technologie. Nous, on leur donne les spécifications. Donc, on leur dit, moi, je veux ça. Et je peux vous dire que moi, quand je discute avec les industriels, ils me regardent toujours et ils me disent, ah, madame, plus. Madame veut plus. Madame veut toujours plus. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, en partant de ce constat-là, évidemment. Après, il y a ce qu'on peut faire, hein. C'est l'occasion. Merci. Vous avez parlé de vos filles, monsieur. Vous avez parlé de vos filles, voilà. Et des garçons aussi, bien. Moi, j'ai une petite fille qui a 19 ans, qui a commencé à l'EPFL en physique. Comment est-ce que je peux lui présenter ce projet? Comment est-ce qu'elle peut prendre ce train en marche? Si ça l'intéresse, évidemment, mais quelle est la voie à suivre? Elle vient, on a justement un représentant de l'EPFL, là, jeune représentant de l'EPFL. Oui, où qu'il est, oui. Et l'ETH, oui. Qui est venu nous voir de manière... Alors, c'est assez amusant, en fait, l'histoire de Louis, parce que effectivement, il a fait son cursus à l'EPFL en physique. Ensuite, il a transféré à l'ETH en physique médicale, plus axé sur la physique médicale. Et puis, il est venu nous voir parce qu'il voulait faire son stage de master. Et il s'est dit, oh, il y a un truc un peu bizarre qui est en train de se faire. Allons donc voir. Et donc, bon, il vient, il travaille avec nous
incroyablement brillants, hein, à des étudiants incroyablement brillants. Enfin, je veux dire, moi, je remercie tous les jours d'avoir ces jeunes avec nous parce qu'ils ont une pertinence incroyable. Bon, ceci dit, il vient donc, et puis de manière amusante, en discutant, on s'aperçoit qu'il était camarade de classe de ma fille. Le monde est comme ça, en fait. Oui. C'est tout petit. Oui, oui. Donc, elle vient nous voir. Elle vient nous voir et nous, on a toujours plein de stages, plein de propositions, plein de petits travaux à faire dans le cadre des cursus. C'est ouvert. La porte est ouverte. C'est génial. Surtout qu'elle a perdu sa maman d'un cancer du sein. Et c'est un sujet qui lui parle très, très fort. Voilà. Dites-lui de venir. Ouais. Merci. Plus de questions? Encore une ou deux? Alors, je crois que s'il n'y a plus de questions, encore une dernière chance. Alors, il semble d'avoir plus de questions, donc je vous propose qu'on remercie chaleureusement la professeure Tsutsu et la professeure Vosnin. Merci d'être venue.